Alors, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à la deuxième assemblée de 2019. Simplement vous dire qu'hier, nous avons tenu une rencontre, une assemblée extraordinaire qui a duré 10 minutes. On devait, pour être selon les règles imposées par une demande de subvention, que les papiers partent pour Québec aujourd'hui. Donc, hier, c'était simplement ça. En fait, on est éligible à un programme de subvention au niveau de la sécurité civile pour mettre à jour notre plan d'intervention. C'est une subvention qui était quand même fort importante. Là. Pour un déboursé de 900 $ de la Ville, nous avons droit à une subvention de 4 500 $. Mais il fallait absolument, malgré que la résolution se serait prise aujourd'hui, il fallait absolument que le cachet de poste sur l'envoi soit de la date d'aujourd'hui. Malheureusement, le bureau de poste est fermé à 9h ou 10h ce soir, donc on ne pouvait pas le faire. C'était la séance extraordinaire que nous avons tenue ce matin, je vous en fais rapport. Simplement, c'était de ce point, évidemment, à l'ordre du jour. Maintenant, je prendrai quelqu'un pour l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. M. Lévesque Sauvé, une tradition appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, concernant l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Toulouse, appuyée par Mme Rajotte. Oui. Un point à rajouter en affaires nouvelles, donc 11.1. Oui. Motion de l'ordre. Parfait, donc c'est un amendement à affaires nouvelles et motion de l'ordre. Donc, je comprends que vous en faites la proposition. Est-ce qu'il y a un appuyeur, s'il vous plaît? M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Elle ajoute, parfait. Maintenant, ça fait partie de l'ordre du jour, donc je vais vous demander de voter sur l'ordre du jour tel qu'amendé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, c'est la première fois. Oui, mais je vais vous expliquer. Excusez. On est dans la procédure. Donc, l'ordre du jour, tel qu'il vous est proposé, a eu un amendement. Cet amendement-là, qui est le point que M. Lévesque Sauvé a amené. Donc, lui, on le vote séparément. Vous avez voté contre, c'est correct. Vous avez votre choix de choisir. Maintenant, on revient à l'ordre du jour principal, tel qu'amendé. Et là, je vous demande de voter sur l'ensemble de l'ordre du jour à ce moment-là. Ça va pour tout le monde? D'accord. C'est ça de procédure. On va essayer de ne pas s'enfarger dedans, mais on va essayer de faire les choses correctement. Est-ce qu'il faut un proposeur? Oui, c'était proposé. L'ordre du jour a été proposé en bas du forme et l'amendement aussi. Ça va? Alors, approbation des procès-verbaux. Donc, il y avait deux procès-verbaux à adopter, celui du 4 décembre et celui, en fait, les deux du 4 décembre et celui du 18 décembre. Donc, est-ce que ça allait pour tout le monde? Est-ce que j'en ai un proposeur en appuyeur? Mme Rajotte, Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Point 1.4, dépôt des intérêts pécuniers. Donc, toutes les années, l'ensemble du Conseil doit faire une déclaration d'intérêts pécuniers. Ça a été fait à la fin de l'an passé et le tout a été pour dépôt aux archives par l'AFR. Est-ce que ça allait? Ben, c'est un dépôt, donc c'est simplement une information pour vous dire que tout le monde a fait ses devoirs. Nous allons au point 3.1. qui est le règlement 2018-18. Donc, c'est un amendement au Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Beauharnois, compte tenu d'une modification qui a été demandée par le gouvernement sur le Code d'éthique à l'effet de rajouter qu'il y a une règle d'après-mandat qui s'applique pour à l'effet de ne pas prendre un emploi dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat pour occuper un poste d'administrateur ou dirigeant ou un emploi d'une autre fonction, de telle sorte que lui-même ou autre personne tire avantage indu de sa fonction antérieure à titre d'employé de la Ville et les employés qui étaient visés directement par ça, et on n'en a pas rajouté, mais c'est le poste de directeur général et son adjoint,
le trésorier et son adjoint, le directeur des finances et son adjoint, le greffier et son adjoint et tout autre employé désigné par le conseil municipal, ce que nous n'en avons pas ajouté. Donc, ceci étant, c'est le règlement à adopter qui va modifier notre code d'éthique et de déontologie en autant qu'on ait un proposeur et un appuyeur. Madame Toulouse, Monsieur Savard, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Le règlement 2019-01, donc c'est pour fixer la tarification des services municipaux ainsi que le taux de taxe suite à l'avis de motion qui a été déposé le 4 décembre par M. Savard. Donc les taux de taxe, nous les avons déjà expliqués lors de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? M. Guillaume-Lévesque-Sauvé s'y oppose. C'est adopté. Madame le jury. Le règlement maintenant 2019-02 concernant le traitement des élus, évidemment compte tenu de la situation financière que nous avons expliquée. Normalement, il y a une clause d'indexation qui s'appliquait pour le conseil municipal. Dans le contexte particulier de 2019, il n'y aura pas d'indexation d'appliquer. Vous dire aussi que les gens, compte tenu de la modification des règles fiscales au niveau fédéral, jadis nous avions une allocation non imposable au niveau des deux paliers de gouvernement. Maintenant, elle est imposable au niveau fédéral, donc de façon nette sur nos salaires. Nous aurons une réduction même avec ça, mais ça ne dépend pas de la ville, ça dépend du gouvernement fédéral. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire? M. Savard, Mme Poisson, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Autorisation de signature concernant le renouvellement de l'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. En fait, la Société canadienne de la Croix-Rouge intervient lors de sinistres majeurs ou de sinistres mineurs. Ils viennent en renfort, dans le fond, c'est particulièrement au niveau des services d'incendie ou autrement de la sécurité civile. Ça fait plusieurs années que nous adhérons à cette entente-là. Il s'agit de la renouveler et c'est fait à un coût de 17 sous par habitant. Donc, pour une population de... Je ne peux pas trouver le montant exactement. Oui, c'est ça. Donc, c'est un montant de 2229 pour 13 110 habitants. Je veux vous dire qu'on essaie de s'en servir le moins souvent possible, mais je peux vous rappeler que l'année dernière, lorsqu'on a eu le gros incendie le 28 décembre, nous étions bien contents de voir les gens de la Croix-Rouge être à pied d'œuvre avec nous en plein milieu de la nuit pour essayer d'aider les gens à être capables de subvenir à leurs besoins. Donc, on ne souhaite pas les utiliser, mais ceci étant, c'est une protection pour nos citoyens pour être capables d'avoir du renfort et qui est fort apprécié par le service d'incendie. En autant que j'en ai un proposeur et un appuyeur. Mme Rajot, appuyée par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Excusez, mon écran revienne. Contribution financière, on va rester un petit peu dans la même branche. Donc, contribution financière pour les premiers répondants des moissons. Donc, on nous donne une subvention des années pour être capable de faire fonctionner le service. Malgré ça, le service se dote aussi dans l'année de quelques levées de fonds qu'on vous invite à appuyer, évidemment. On a réduit le montant pour deux motifs. Bon, évidemment, premièrement, vous savez, nous sommes un peu en restriction, mais aussi on a été capable de remettre la flotte des véhicules d'urgence sur les assurances de la ville. Donc, à un moment donné, il avait perdu ce privilège-là. Et l'année passée, on a refait la demande à l'assureur, ce qui était possible, et c'est quand même une économie là, de 13 000 $ qui a été faite. Donc, évidemment, on en a repris une bonne partie à notre bénéfice, je dois vous dire, mais on est bien content. Dans le fond, ça fait l'affaire des deux parties, là, parce que c'était de l'argent dépensé dans le beurre un peu. Donc, c'est pour ça que la subvention 2019 est ajustée au montant de 48 000 $ proposé par M. Savard, appuyé par M. Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté.
Adoption du budget révisé pour l'Office municipal d'habitation. Donc, il y avait un premier budget de déposé et un deuxième qui a été amendé suite au dépôt à la SHQ. Juste mal placé pour que je vois bien les chiffres. Donc, c'est un déficit qui a été il y a eu un ajout de 15 000 au mois de septembre. Donc, ça augmente en fait le budget total de 16 124 Donc, c'est un déficit global de 247 101 celui qui serait le WEMAC, c'est bien ça le montant. Alors, les deux personnes du conseil qui siègent au conseil d'administration de WEMAC sont M. Dubuc et Mme Rajotte. Et le déficit qui nous est facturé est de l'ordre de 10 et compte tenu que nous faisons partie de la CMM, cette part-là est payée à même notre contribution à la CMM. Donc, ça n'affecte pas directement notre budget, mais évidemment, on a à payer la CMM. Est-ce que j'ai un proposeur à cet effet? Mme Rajotte, M. Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Mise à jour et prolongation du bail pour Vidéotron. En fait, c'est une antenne qui est installée depuis 2010, si ma mémoire est bonne. Ma mémoire est bonne. C'est sur les terrains où nous avons les étangs aérés dans le secteur de Melojuil. Donc, en fait, c'est juste une emprise au sol qui est là. La tour appartient à Vidéotron, les installations appartiennent à Vidéotron. Donc, on leur loue, dans le fond, un espace de pieds carrés au sol. Et ils ont demandé de pouvoir prolonger ce bail-là qu'ils ont avec nous jusqu'en 2040. Le montant à la base était de... Non. Je ne vais pas vous le donner, mais ce montant-là est indexé à toutes les années. Donc, à la base, le montant qui avait été octroyé sur 8 000 et qui est augmenté justement des taux d'inflation à toutes les années. Donc, on est rendu un peu plus de 10 000 à ce niveau-là. Donc, c'est pour prolonger ce bail-là aux mêmes conditions. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? M. Dubuc, Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Autorisation maintenant pour le club des VTT, les débrouillards du Suroît. Donc, ils utilisent les pistes en hiver, mais ils souhaitent pouvoir se ravitailler à Beauharnois. Pour ce faire, ils ont besoin d'une autorisation pour pouvoir circuler entre la rue Morel et le chemin de la Beauce, le long du boulevard Cadieux, et aussi pour être capable de faire une traverse au chemin Saint-Louis à la hauteur du rang Saint-Anne. Donc, la résolution qui vous est proposée, c'est d'autoriser ce droit de passage-là. Et c'est le club de VTT qui va s'occuper de la signalisation, de fournir toutes les enseignes requises pour être conforme au code de la route. J'ai un proposeur et un appuyeur. Mme Rajotte, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Je n'y oppose pas, là, mais on en a discuté un petit peu en pleine. Je veux m'assurer aussi qu'on soit très vigilant sur la coordination là, des deux types de véhicules. Je sais que c'est sur une toute petite partie, mais la ville met en place ce qu'il faut pour qu'il y ait une coordination. Oui, et le club se doit de respecter les normes, c'est prévu dans le code de sécurité routière. Il va y avoir un suivi. Oui. Et si le club, pas le club, mais si les usagers ne le font pas correctement, évidemment, ça doit essayer de assurer. De notre côté, une signalisation adéquate, je ne crois pas qu'il y en a présentement. Non, il n'y en a pas, c'est une signalisation qui va être à faire à ce niveau-là. Donc, ce qu'on a fait, eux autres, on va fournir les enseignes et nous, on va faire l'installation à ce moment-là. Ça va pour tout le monde? J'avais proposé un appuyeur. Ah, alors, le proposeur appuyeur, Mme Toulouse, appuyé par... Ah, vous semblez, oui. Alors... C'est pour une année. Oui, c'est pour une année. Donc, on va réanalyser la situation si besoin est.
Alors, maintenant, au point 4.6, la ville de Châteauguay souhaite déposer sa candidature pour les Jeux d'été, la finale des Jeux d'été du Québec en 2022. Pour ce faire, ils ont besoin d'installations supplémentaires et on nous a demandé de pouvoir mettre à la disposition de la ville de Châteauguay pour cette finale des Jeux le terrain de balle du Parc Bissonnette pour la période, évidemment, de la finale des Jeux du Québec de 2022. Donc, ce n'est pas comme nous avions fait avec Validé, où nous étions partie prenante du dépôt de candidature à l'hiver 2011. Dans le cas présent, c'est simplement de prêter une installation à la ville de Châteauguay pour la tenue des Jeux. Est-ce que j'ai un proposeur et un dépouilleur? M. Savard, Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Les points 4.7 et 4.8 sont reportés, mais je vais vous donner quand même une petite information. Ça concernait nos contrats avec les villes de Léry et de Saint-Urbain-Premier concernant notre écocentre. Si vous vous souvenez, à l'automne dernier, nous avons donné le contrat pour notre écocentre à la firme Millimax. Vendredi, nous avons eu un avis du Secrétariat du Conseil du Trésor. Merci, M. Gravel. D'ailleurs, je vais en profiter pour souhaiter la bienvenue. On fait les affaires à l'envers. J'avais ça dans mon mot d'intro. De souhaiter la bienvenue à M. Gravel à titre de directeur général de façon officielle depuis le 1er janvier. Félicitations, M. Gravel, mieux vaut dans l'Assemblée de Québec. Et je m'en excuse. Pourtant, l'intention était là. C'est comme l'enfer. Hein? Alors, je reviens sur les points 4.7 et 4.8. Donc, c'est la firme Millimax qui avait été le seul soumissionnaire qui avait obtenu le contrat, mais compte tenu de l'avis que nous avons reçu vendredi, ça pourrait peut-être mettre en péril notre organisation de l'écocentre comme on le connaît actuellement. On n'est pas en mesure de vous donner plus d'informations parce que nous sommes à la recherche justement des détails de la part du secrétariat du Conseil du Trésor. C'est que la firme a été jugée inhabile au niveau des contrats municipaux, mais on n'a aucun autre détail, donc on est à la recherche d'informations, mais c'est pour ça que nous avons retiré ces deux points-là. Point 4.9, maintenant, modification de la résolution 2018-09-338. Ça concernait une intention concernant un cautionnement d'emprunt à long terme pour la maison des enfants. Nous avions donné cette intention-là jusqu'au 31 décembre. La maison des enfants est toujours en processus pour la réalisation du projet. Malheureusement, ça ne va pas toujours aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Donc, ce qu'ils nous demandent, c'est de pouvoir prolonger jusqu'au 31 mai 2019 notre intention de toujours cautionner pour un maximum de 300 000 comme nous l'avons. Donc, Mme Poisson, appuyée par Mme Rajot, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. D'ailleurs, nous avons une rencontre demain matin avec les gens de la Maison des enfants. Approbation de la liste des comptes à payer. Donc, il y avait deux listes, comme c'est toujours en début d'année. Donc, c'est pour un montant total de 1 393 000 $. Vous avez eu l'opportunité de poser vos questions. Est-ce que tout était conforme? Donc, c'est proposé par M. Dubuc, appuyé par M. Lévesque-Sauvé. C'est bien ça que j'ai vu? C'est bien ça. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Engagement de la Ville maintenant concernant la contribution gouvernementale dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc ce qu'on appelle la TEC communément. Donc, c'est simplement une résolution à laquelle la Ville s'engage à respecter le seuil minimal d'immobilisation, entre autres en infrastructure municipale, qui est fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ pour les 5 années du programme, parce que c'est toujours des fenêtres de 5 ans. Donc, si on veut se prévaloir de ces subventions-là, évidemment, la Ville va devoir injecter à 13 210 habitants le montant de 140 $ au cours des 5 prochaines années. Donc, c'est simplement une résolution que nous nous engageons à respecter ces modalités. Proposée par M. Lévesque-Sauvé, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté.
citoyenne en 2018. 2014-2018. Ah, c'était la tranche 2014-2018, d'accord. C'est la fin de ce programme. Ok, excusez, je vais mentionner ce détail. Donc, c'est pour fermer la fenêtre comme il se doit. 6.3, gainage des conduites sanitaires sur la 27, 28 et 29e avenue. Donc, vous vous souvenez, nous avons été sur un règlement d'emprunt l'automne dernier pour réussir à faire ces travaux-là. Nous avons été en soumission sur le service SEAO compte tenu des montants qui avaient été estimés aux alentours de 377 000 taxes incluses. Les soumissions se faisaient en deux temps, donc option A avec travaux en hiver et option B, travaux en période d'été. Donc, les deux possibilités étaient, donc ça tenait compte évidemment des capacités de réalisation des différentes compagnies. Nous avons quand même eu 4 soumissions et le plus bas soumissionnaire qui était Infraspect de Laval était conforme aux documents. Donc, la recommandation qui vous est faite, c'est d'accepter ce soumissionnaire-là au montant de 299 150 plus les taxes applicables. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Regroupement d'achat, maintenant, on fait souvent affaire avec le Centre de services partagés du Québec, donc ils font des achats en vrac. Vous vous souvenez, à l'automne dernier, justement, pour l'ensemble de nos choses de bureau, nous avons fait affaire avec eux et nous avons obtenu des réductions substantielles. Donc, on est toujours à l'affût de ça. Et cette fois-ci, c'est d'embarquer dans ce regroupement-là pour l'achat des micro-ordinateurs de table, les portables, nos serveurs, les tablettes électroniques et les différents équipements là, de cette nature-là. Et c'est pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, une période de 3 ans. J'ai un proposeur, Mme Poisson, appuyé par M. Savard. Quelqu'un s'y oppose. Donc, nous ferons affaire avec le Centre de services partagés du Québec. 7.1 maintenant, nomination de Mme Boutier au Conseil de la culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry. En fait, au sein de la MRC, nous avons différents comités et sur ces comités-là, souvent des gens de nos municipalités sont appelés à y siéger. Donc, ce soir, Mme Boutier qui est avec nous en plus, mais qui siège déjà sur ce comité-là depuis un certain nombre d'années et qui fait très bien le travail. Donc, nous avons décidé de la reconduire pour un mandat de 2 ans en bonne et due forme, soit jusqu'au mois de janvier 2021. En autant, on est un proposeur régulier. Madame Poisson, M. Lévesque Sauvé, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, Mme Boutier, félicitations, vous allez pouvoir continuer votre beau travail au sein de la Commission de la culture. D'ailleurs, on vous invite à la maison, vous voulez que j'ai en mémoire, la maison à la MRC, Marie et Pierre Dion, ou à la MRC. Lorsque vous voulez voir des œuvres, je vous invite à suivre le site de la MRC. Il y a souvent de très belles œuvres qui sont exposées là-bas par des artistes de la région. Justement, jeudi soir, nous avons un vernissage qui est celui de Yann-Marie Langevin, qui fait des toiles, qui a lancé dans une autre revue, qui avait lancé Celle Communication, et qui aujourd'hui se consacre à ses talents d'artiste. Et c'est comme ça tout au long de l'année. La plupart des expositions durent 2 mois. La Maison des enfants, l'automne dernier, justement, avait été là aussi, où il avait fait un encan silencieux. Ils ont pu vendre plusieurs œuvres pour justement alimenter d'ailleurs, j'en ai 2 dans mon bureau. Si vous venez les voir, sont très très belles. Et c'est des belles façons, des fois, pour nos jeunes artistes, mais aussi pour tous nos artistes de la région de se faire valoir. Donc, je vous invite, lorsque vous passez à la MRC, d'aller faire un tour. Il y a de très belles œuvres à l'intérieur de ça. Message commentaire. Bon, 7.2, protocole d'entente maintenant sur le challenge sur glace au parc boursier le 2 février 2019. Donc, ça fait quelques années qu'il essaie de réaliser ce challenge-là qui attire quand même passablement de gens. On ne parle pas des courses régulières qui se déroulent plus dans le coin de la Légion, là,
Donc ça, c'est une autre chose. C'est une autre organisation. C'est vraiment un challenge qui attire vraiment des gens de l'ensemble du Québec, qui devrait se dérouler, si toutes les conditions le permettent, le 2 février. Dans le secteur de Belleville. Donc, c'est pour signer un protocole d'entente que vous avez eu la chance de prendre connaissance, pour lequel la Ville ne prend aucun engagement, si ce n'est de fournir quelques barricades et des choses comme ça, et d'assurer l'accès au terrain, tout simplement. Les gens du challenge ont leurs assurances, ils s'occupent de s'assurer que l'environnement est respecté si jamais il y a des véhicules ou quoi que ce soit. Le proposeur, M. Savard, Mme s'y oppose. C'est adopté. Alors, bonne chance aux organisateurs. Alors, 7.3, confirmation d'intention de désignation d'un mandataire à l'agenda pour l'entente sur le développement culturel du ministère de la Culture et des Communications. En fait, ça vise la subvention pour la bibliothèque. Donc, l'engagement, c'est que la Ville de Bois-Noir confirme son intention d'ajouter une action visant le développement des groupes publics pour la bibliothèque de Bois-Noir, à même l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications pour les années 2017 à 2020. On a déjà reçu cette subvention-là. Que la Ville affecte 2 500 $ à même le budget courant consacré aux activités de la bibliothèque, le tout conditionnel à l'obtention d'une subvention équivalente du ministère de la Culture, et que la Ville mandate Mme Boutier, coordonnatrice de la culture et de la communautaire, pour assurer le suivi et la réalisation de ce projet. J'ai un proposeur, un appuyeur, Mme Toulouse, appuyé par Mme Poisson. Alors, Mme Boutier, pour ce soir, c'est votre soir, donc vous êtes mandaté cette fois pour la survie de notre bibliothèque et de diversifier ses publics. C'est ça, merci beaucoup. 8.1 maintenant, avenant sur la mise aux normes des stations de pompage. Donc, c'est un avenant, c'est un montant de 10 028 $. C'est des travaux qui ont été demandés en supplément. Évidemment, notre mise aux normes requiert quand même un certain temps à l'intérieur de ça. Il y a des nouvelles choses qu'il fallait qu'ils soient réinstallées. Dans le cas présent, c'est la réfection d'une partie du système de contrôle qui actionnait les volets de la génératrice pour remplacer l'ancien système. Et c'est avec les équipements, l'installation et tout, c'est ce qui coûte 10 000 $ et 90. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Le point 9.1 maintenant, dérogation sur le rue McDonald. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui sont ici ce soir à ce sujet-là. Alors, je vais juste sortir mes petites notes à ce sujet pour essayer de bien vous expliquer la chose. Donc, on revient sur ce qu'est une dérogation mineure. Donc, ces terrains-là, actuellement, font l'objet d'une dérogation au niveau de la profondeur des lots. En fait, cette dérogation-là qui est demandée, qui est de 28,5 mètres au lieu du 30 mètres, cette dérogation-là, dans le fond, c'est la dérogation qui s'applique sur toutes les habitations, autant de la rue Cardinal que de la rue McDonald, parce que les terrains, là, à peu près, ont cette profondeur-là. Donc, ce que ça dit une dérogation mineure, c'est on dit lorsqu'un conseil municipal acquiesce à une demande de dérogation mineure, il accepte que certaines dispositions de règlement d'urbanisme en vigueur puissent faire l'objet de dérogation. Dans de telles circonstances, le Conseil juge que la dérogation demandée est mineure, qu'elle permet la réalisation du projet bénéfique pour la communauté. Juste vous indiquer à cette étape-ci que le type de bâtiment qui demande à être érigé sur ces terrains-là est tout à fait conforme à notre règlement de zonage. Donc, de refuser les permis sur la base que ces maisons-là ne satisfont peut-être pas nécessairement tout le monde, mais je vais vous dire que la municipalité se mettrait en porte-à-faux et en défaut vis-à-vis les constructeurs à ce niveau-là, parce que le type d'habitation est conforme. La seule dérogation qui est demandée, c'est sur la profondeur des lots, comme tous les autres lots qui sont sur ces deux lots.
Et on dit plus loin, le fait de refuser le permis pourrait causer un préjudice sérieux au propriétaire, alors que la réalisation du projet ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Bon, pour préjudice comme tel, tout le monde a ces mêmes profondeurs-là. En outre, le projet doit être conforme aux objectifs du plan d'urbanisme. Donc, c'est ce qu'on retrouve à ce niveau-là. Et on a même une disposition dans notre règlement de zonage qui dit lorsqu'un terrain n'est pas construit, un permis de construction peut être accordé à condition de rencontrer les conditions énoncées à la section 3 du règlement de lotissement. Dans un tel cas, les marges latérales et arrière, parce que là on parle d'un terrain qui serait non conforme, mais qui serait autorisé automatiquement, parce que les marges latérales peuvent même être réduites jusqu'à concurrence de 50 %, à condition que les dispositions du Code civil, évidemment, sur les bouts de propriété soient respectées. Donc, ce n'est pas ce qui est en cause. Les façades des terrains respectent notre réglementation à tout point de vue. Donc, la seule dérogation qui est demandée, comme vous dites, c'est concernant la profondeur de ces lots-là, qui est à 28,5 mètres au lieu du 30 mètres, parce qu'il n'y a pas plus de place que 100 pieds. Donc, c'est étudié par le CCU qui nous en fait une recommandation. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? M. Lévesque Sauvé, appuyé par Mme Toulouse. Excusez, monsieur. Est-ce qu'on peut parler maintenant ou qu'après? À la période de questions. C'est bon, merci. Donc, est-ce que j'ai j'ai un proposeur, un appuyeur? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, c'est adopté. J'ai un commentaire à faire Oui. par rapport à cette situation-là. Effectivement, avec l'introduction que vous avez faite, M. Tremblay, pour la demande qui est faite actuellement, je ne m'oppose pas là, à ce commentaire-là. Mais ça m'a fait découvrir aussi que dans les règlements de zonage, on permet à cet endroit-là des quadruplex ou plus gros plex, des multiplex. Moi, j'aimerais qu'on... ça fait partie aussi là, de nos intentions de regarder les zonages, mais je pense que dans cette zone-là, c'est ce qu'il faudrait étudier là, dans l'ensemble de la zone, qu'on limite à l'unifamilial. Il y a une sensibilité, pour ma part, là, à respecter l'uniformité d'un quartier. Là. Il y a des quartiers qui ont eu un agencement dans les types d'habitation. Puis effectivement, qu'un quadruplex ou qui serait unique sur une rue comme ça n'aurait pas sa place. Là. Donc, c'est ça, ça pouvait... malgré le fait qu'en ce moment, les règlements le permettent. Ça aurait pu effectivement aller jusqu'à un quadruplex qui va être... les permis qui sont demandés sont pour des unifamiliales jumelées, donc ce qu'on appelle communément des semi-détachés. Mais avec 4 lotissements comme ça, c'est possible, ça ne permet pas de faire des quadruplex sur des petits... Ça aurait pu permettre même ça sur... mais pas comme les lots sont pas de la façon dont c'est... Donc, pas de la façon dont la demande est formulée, mais ça aurait pu le faire autrement. Ça va? Merci. On va rester sur le CCU maintenant. Donc, les termes arrivaient à échéance pour autant au niveau des membres du conseil que des différents membres sur le comité. La recommandation qui vous est faite, c'est de renommer les personnes actuellement qui ont manifesté leur désir d'y demeurer, soit Mme Diane Lazure et messieurs, Michel Hénaud, Michel Paquette, Christian Vincent, Pierre Demers et Gaby Dubuc. Et au niveau du conseil municipal, Mme la conseillère de Toulouse et M. Guillaume Lévesque-Sauvé, qui assure aussi la présidence du comité. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire? M. Dubuc, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, continuez votre beau travail. Autorisation de signature maintenant sur l'entente de service pour l'unité communautaire des mesures d'urgence de la Montérégie. On va rester avec le service d'incendie encore une fois. Donc, l'unité communautaire des mesures d'urgence de Montérégie, cette fois-là, eux, ils sont là aussi lors des incendies ou lors de sinistres. Mais cette fois-là, c'est pour prêter main forte beaucoup plus à nos équipes de pompiers qui ont besoin de se ravitailler, qui ont besoin justement à un moment donné de prendre une pause et des choses comme ça et d'être capable de se réchauffer dans des grands froids, de se rafraîchir dans des grandes chaleurs. Parce qu'on pense souvent aux incendies dans les grands froids, mais dans une grande chaleur, on se dit que c'est loin d'être plus drôle.
Ceci étant, c'est de renouveler ça, et c'est pour quand même un montant minime là, qui, et moi je les ai vus à l'œuvre à quelques reprises, c'est un bon support qu'on est capable de fournir à nos gens qui combattent les incendies. C'est pour un montant de 600 $ par année. D'autant que j'en ai un producteur et un appuyeur. Mme Poisson, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Affaires nouvelles, M. Lévesque Sauvé, vous avez amené un point. Oui. Donc, je vais être bref quand même en disant seulement les trois attendus de cette résolution ainsi que les deux éléments sur lesquels il y aura un vote. Alors, motion de blanc envers un fonctionnaire municipal. Attendu que le directeur général par intérim, M. Jacques Malenfant, fait des déclarations parues dans le journal Le Suroît régional, édition du 20 décembre 2018. Attendu qu'un fonctionnaire ne peut faire publiquement de commentaires de nature politique et que les déclarations de M. Malenfant, parues le 20 décembre 2018 dans le journal Le Suroît régional, ne sont pas conformes au code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Beauharnois. Attendu que M. Malenfant occupe la fonction de directeur général par intérim et qu'une sanction appropriée doit être appliquée, qu'une motion de blâme soit adressée à M. Jacques Malenfant, directeur général par intérim de la ville de Beauharnois, et qu'une fin d'emploi soit effective le jeudi 17 janvier 2019. Alors, je comprends. Vous en faites la proposition. Est-ce qu'il y a un appuyeur, s'il vous plaît? Personne ne peut appuyer. M. Savard, appuie. Il faut passer au vote. Après ça, on va aller au vote. Faut demander ensuite. On demande un proposeur, un appuyeur, un coup que le sujet vous appartient. Après ça, je demande le vote. Voter tout en nom de conscience. Ça va? Alors, vous avez entendu la motion, c'est la motion de Blanc qui est suite aux déclarations qui ont été rapportées par la journaliste dans le Suroît régional. Excusez-moi, les gars, une précision au niveau administratif. Le 17 janvier, 23h59, ou parce qu'est-ce qu'il travaille le 17 ou il se termine? Alors, le 16 janvier à. Cette dernière journée travaille dans le 16 janvier. Le 16 janvier en fin de journée, M. Garel. C'est parfait, merci. Qui est demain. Exactement. OK. Alors, fin d'emploi le 16 janvier 2019. Alors, c'est proposé, appuyé. Alors, quels sont ceux qui s'y opposent? Deux personnes s'y opposent, donc M. Dubé et Mme Poisson. Alors, c'est adopté à la majorité. Puis-je ajouter un commentaire? En fait, pas que j'appuie ce qui a été écrit là, dans le journal. Là. J'endosse nullement ça, mais justement, il y a été question d'aller vers le positif et je ne vois pas l'intérêt de publiquement faire le blâme. Le blâme aurait pu être administratif, à mon avis, et s'arrêter là avec les mêmes conséquences. Mais je trouve que c'est pas essentiel que de faire ça publiquement. On vient de le faire maintenant, là, mais c'est la raison pour laquelle je me pose. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Mme Pelouse, oui. Moi, je pense qu'on devait le faire par conscience. OK? Parce que nous, on demande aux employés de la ville de Beauharnois de ne pas faire de Facebook, de ne pas donner leurs commentaires et tout ça. Et on pense que que notre directeur général par intérim a mentionné des choses pour le conseil, parce que c'est notre voix. Nous autres, on pense que la seule voix qui doit avoir une voix de parole ici, c'est le maire. C'est le maire qui doit dire qu'est-ce qu'il a à dire. Le directeur général, c'est un des employés de la ville. Fait qu'on demande à tous les autres employés de ne pas faire du Facebook, de ne pas dire tout ce qu'ils pensent. Puis c'est pour ça qu'on met une mesure comme ça. Parce qu'on pense qu'on est juste équitable envers tous les employés de la ville. Merci beaucoup, Mme Toulouse. M. Savard? Il y a une ligne. Il y a une ligne qu'il ne faut pas dépasser. Nous autres, ici, on est élus par vous. Puis nous autres, on s'occupe
politique. La direction générale s'occupe de diriger la ville, puis en conseil plénier ou en séance publique, selon les recommandations du conseil, nous autres, comme élus, que les gens nous parlent directement. C'est la prolongation du conseil de ville, c'est la direction générale. On a voté au préalable un code d'éthique qui nous est soumis par Québec, qu'on endosse volontairement. C'est la raison de garder une ligne directrice solide à ce niveau-là, et de respecter le cadre de la loi. C'est tout. C'est tout que j'avais à dire. Je suivais la discussion. Excusez-moi, je ne vous ai pas oublié, M. Savard. J'avais une réponse à valider pour la période de questions sur un point qui était resté en suspens la dernière fois. J'ai juste mentionné que Je vous ai entendu. on avait une ligne directrice. J'avais très bien bon. C'est bien. C'est bien. Ça va? Est-ce que ça clôt le sujet? Oui. Alors, nous arrivons à la période de communication des membres du conseil et c'est moi qui vais commencer. Suite à tout ce qui s'est passé au mois de décembre, donc vous savez, évidemment, on a dû à regret, puis je pense qu'il n'y a personne qui dit voix à l'effet d'imposer une augmentation de taxes de l'ordre de 15 %. Par contre, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés. Et on veut le garder par en avant. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et le 7 décembre dernier, je me suis adressé à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation au lendemain de la séance du 6 décembre dernier pour justement, suite à la teneur des différents propos qui ont été échangés et ceux du 18 qui sont venus en remettre un petit peu plus, pour mandater la Commission municipale du Québec à procéder à une vérification de la conformité des opérations de la Ville. Ce qu'on veut, c'est être en règle avec l'ensemble des règles, et c'est ce qui a été demandé. Ça m'intéressait à ce moment-là, évidemment, la seule démarche qui pouvait mettre et faire la lumière auprès de la population sur les réalités de la situation financière précaire, parce qu'il y a du monde qui n'y croit pas quand on leur dit ça, et d'outiller nos ressources internes pour s'assurer que les mécanismes de contrôle et de suivi prescrits soient suivis. Dans les jours qui ont suivi, M. Savard, d'ailleurs, l'a mentionné lors de l'Assemblée extraordinaire du 18 décembre, il a fait circuler une pétition qui allait exactement dans le même sens auquel une grande partie de la population a aussi signé, et la majorité du Conseil. Je confirme que la ministre a décidé de donner suite à cette demande-là et a mandaté la direction des conseils et du soutien spécialisés en administration municipale pour prendre connaissance de la situation qui prévale à la ville de Bois-Noir et de faire rapport afin de déterminer les actions possibles. Donc, ce qui est, c'est de faire les choses selon les règles de l'art. À cet effet-là, la directrice par intérim, Mme Magali Lavoie, a avisé M. Gravel en fin de semaine dernière qu'elle était mandatée et qu'il y aurait une rencontre à cet effet-là. Rencontre qui s'est tenue hier après-midi en présence de Mme Fortier, la greffière, et de Mme Côté, la trésorière, ainsi que de deux spécialistes du ministère qui l'accompagnaient, tant qu'au mandat justement confié par le ministre et la ministre en fait, et qui est de planifier les tâches à être réalisées au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, lorsque nous aurons des développements à ce niveau-là, je vous ferai rapport séance tenante. Est-ce qu'il y a d'autres communications de la part des membres du Conseil? Oui, M. Savard. Dans la même foulée. L'Assemblée du 18 décembre, j'ai dit que j'irais directement au ministère le 19 décembre déposer tous les gens qui ont signé la demande que je faisais à l'effet de M. Maldi audité. Mardi, la semaine passée, le 8, au comité plénier, il y avait le ministère qui était là, qui nous ont mentionné aux membres du conseil qui, le jeudi soir de la semaine passée, qui était pour finaliser les demandes qui ont été proposées. J'ai aussi ici l'accusé réception du ministère des Affaires municipales
que j'ai été déposé avec un témoin. Le 19 décembre 2018, le reçu officiel du ministère des Affaires municipales de Québec. À l'effet de venir voir ici, puis d'auditer la ville, à l'effet de voir toutes les bonnes, puis de nous faire accompagner. Et puis, je suis très heureux du dénouement de la situation. Et puis, soyez persuadés, quand j'ai mentionné sur ce que j'ai écrit que je vais respecter les cadres de la loi dans sa rigidité, des fois, c'est pas facile, mais il va falloir le faire. En tout cas, de ma part, je vais le faire. Puis j'ai mentionné aussi à l'effet que si j'avais quelque chose, ou n'importe quoi, que je suis enquêté ou de quoi, bien, j'en subirai les conséquences comme tout le monde, au final. Je suis prêt à ça. Puis, si des choses à corriger, ben, je les corrigerai. Puis si j'ai de quoi, ben, il me le dira. C'est ça que j'ai mentionné en plénière la semaine passée. Puis c'est ça que j'en tiens maintenant pour l'année 2019. Puis ça va être une rigidité très, très rigide. Ça, pour ce point-là, c'est une chose. Ceux qui veulent venir voir et valider ça, je vais laisser ça ici sur mon bureau. Et puis, je l'ai reçu ici du ministère des Affaires municipales, qui est avec la lettre du ministère des Affaires municipales. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai les Chevaliers de Colomb, que j'ai parlé en 2018, et puis qui avait cédé, là, en parenthèse, je n'ai pas été validé tous les chiffres, et qui avait cédé au ski Lacorbe actuellement pour 10 000 $, qui m'était mentionné par l'ancien grand chevalier, qu'il avait mis 140 000 $ là-dessus, puis ils sont rendus dans le centre communautaire, puis qui vivent des problèmes à ce niveau-là. Je n'ai fait mention aussi au conseil, en pensant que les choses allaient mieux. J'ai eu une visite de l'ancien grand chevalier cette semaine chez moi, puis il disait que là, j'ai appelé M. le maire, mais là, c'est pas... Bruno m'a dit, M. le maire m'a dit qu'il y avait quelque chose. Bon, en tout cas, c'est à voir ce soir. J'ai demandé aux grands chevaliers qui viennent expliquer devant la population. Ils ont vendu leur bâtisse, selon moi, Bruno, tu me corriges, en tout cas 10 000 $. Je ne sais pas, puis j'ai pas eu d'appel. Je peux voir. Bon. Et ce matin. C'est l'appel du 90 $ que je t'avais placé. En ce cas, ça va. Fait que, il reste que quand même, on travaille ensemble hein, sur des dossiers, il faut quand même le dire. Puis que là, je trouve qu'il y a des choses qui sont inconvenables, je pense. Ces gens-là, les Chevaliers de Colomb, ils ont fait beaucoup de dons à l'intérieur de la municipalité. Ils ont payé beaucoup de choses à plusieurs organismes. C'est un organisme à but non lucratif qui aide plusieurs personnes dans la pauvreté à tous les niveaux. Fait que ce soir, je vous demanderai de les écouter, ils vont venir vous adresser à vous, puis à moi aussi en même temps, de qu'est-ce qui est leur doléance, puis tout, puis d'expliquer au conseil qu'est-ce qu'il y en a. Ça, c'est mon deuxième point. Le troisième point, je pense que j'ai fait une erreur. Je me suis assis chez nous, puis je me suis interrogé, puis j'étais voir sur le coin de la rue, puis j'étais voir comment j'avais d'enfants dans mon secteur, la rue Hanoï comprenait. M. Tremblay m'avait appelé, il disait Alain d'un coupeur, écoute, il va falloir couper M. Hébert. J'ai dit écoute, s'il faut, il faut, là, Bruno, c'est ça la vérité. Il dit regarde, il faut. Non, je pense que j'ai fait une erreur parce qu'une vie d'un enfant, ça n'a pas de prix. J'ai appelé M. Hébert, j'ai demandé comment il gagnait par année, c'est 12 000 quelque chose. Parce que des fois, il travaille au centre communautaire, il est comme retraité, des fois, il nous aide à d'autres niveaux. Puis au niveau du coin de Ranov, il y a quand même assez d'enfants qui est là, qui passent, puis j'ai beaucoup de jeunes enfants aussi qui vont passer dans l'année prochaine. Fait que je demanderais, là, il est en poste jusqu'au mois de juin. Je demande aux membres du conseil de m'aider à ce niveau-là pour garder le poste de brigadier au coin de Ranov, car je pense qu'une vie, ça n'a pas de prix. Puis on a quand même du temps à regarder ça d'ici au mois de juin pour septembre prochain. C'est tout, c'est les points que j'avais à vous dire. Merci. Puis n'oubliez pas, si vous venez voir, l'accusé réception du ministère municipal, comme de quoi j'ai été porté les quelques 100 personnes qui ont signé, ça va rester sur mon bureau. Merci. M. Savard, Mme Toulouse. Moi, c'est une information plus pour dans mon secteur à moi, dans le secteur ouest. C'est que je veux vous informer qu'il y a des travaux initiés dans le cadre du projet de développement domiciliaire du Faubourg du Canard.
Il y a le raccordement du secteur aux infrastructures au niveau de la route 132, la séparation des réseaux d'égouts, une fondation de la nouvelle rue, le raccordement de la conduite de refoulement. Puis qu'on avait eu tous les permis délivrés là, par le ministère. Fait que, puis là, présentement, je veux juste vous dire que si vous allez sur le chemin du canal, faites attention parce que la sortie pour le chemin du canal, si vous venez de Beauharnois, elle est fermée temporairement. Fait que, pour les travaux. C'est sûr que vous allez avec l'information. Merci, Mme Toulouse. Est-ce que ça complète? Oui, Mme Poisson. Demain, va se tenir une première rencontre pour le comité sur la mobilité durable. Puis, M. Savard, effectivement, le dernier point dont vous avez parlé sur les enfants et la circulation, c'est un point, je pense que c'est un bon endroit aussi pour en discuter, surveiller ce qui se passe. Le point que je voulais amener, durant le temps des fêtes, ça a été une occasion de s'arrêter un peu puis circuler dans la ville. Puis, c'est un coup de chapeau pour nos commerçants. On a quand même beaucoup de commerçants qui grouillent au centre-ville. Autant, on peut, un dimanche après-midi, aller prendre un café. Il y a un nouveau petit café qui est ouvert où il y a des céramiques. Il y a une boutique où on peut aller jouer, acheter des jeux de société. On a une librairie. On a quand même beaucoup de petits commerces. J'ai vu aussi, je ne suis pas allée encore, mais on a un nouveau magasin de vélo aussi en haut de la côte. Donc, c'est un petit clin d'œil à nos commerçants qui n'ont pas toujours facile, mais qui nous rendent de bons services, qui font que c'est agréable, qu'on trouve quand même à satisfaire chez nous. J'encourage l'achat local, en fait, puis de les visiter. Parfait. Et vous surveillerez, il y aura aussi une petite promotion qui s'en vient bientôt là, de la part d'une initiative des commerçants du centre-ville. Je ne peux pas vous en donner plus. J'ai juste une bride d'informations aujourd'hui. Mais c'est bon, ça va dans le même sens. C'est donc une communication. Alors, nous allons aller à la période de questions qui était un point qui était resté en suspens. Très bien. M. Savard. Bien, merci, M. Marleau. Ma petite fille a glissé ici, en face du collège. Elle est rentrée dans l'oche. Son trois skip cassé, tout ça. Mais ma fille, mon gendre avait mis un chapeau de sécurité, donc il n'y a pas eu une petite porte là, maniée d'enlever. Je remercie M. Marleau parce que je l'ai appelé chez lui dimanche. Puis il voulait mettre des balles de foin là, pour protéger les petits enfants. Merci beaucoup, M. Alors, ça va? Une autre, là? Oh, c'est pas un reproche des lots avant de donner la parole au citoyen. Alors, juste un point qui était resté en suspens lors de la dernière assemblée par rapport au montant des emprunts. Au 1er janvier 2019, la dette de la ville était de 55 millions. Et à ça s'ajoutent des projets qui sont en cours en 2019, comme l'intersection Beauce-Cadieux qui va arriver un petit peu plus tard. La mise aux normes de nos assainissements des eaux qui n'est pas complétée, donc le règlement d'emprunt n'est pas finalisé de l'ordre de fonds de millions, mais les travaux sont vraiment en cours. Mais la dette du 1er janvier 2019 est de 55 millions de dollars. Et cette année, on se doit de rembourser 3 millions en capital et 1,5 million en intérêt. Alors voilà, c'était juste pour la précision suite à une question qui avait été posée. Maintenant, la parole vous appartient. Nous allons tenter de vous donner des réponses si bien. Monsieur, je vous demanderai de vous nommer aussi, s'il vous plaît. Mon nom est Serge Gravi. Je suis le grand chevalier de notre conseil ici et je suis vice-président pour le point du partage. Et comme vous voyez, en fin de semaine, j'ai fait un déjeuner et j'ai reçu un petit mémo en me disant que ça me coûte 15$ de l'heure pour louer la salle. Mais les sous qu'on a, nous, on les donne tous pour nos pauvres ici à Beauharnois.
en travaillant avec le centre de coin du spectacle. Et on travaille avec le centre, on vend des billets. On a les 60% qui nous revient. Entre là, on donne à des gens des millions. Comment vous voulez qu'on soit capable de donner ce qu'on a pu par après avec le 15 $? Et où, comme en fin de semaine, si on a pris la salle 7 heures de temps, on donne quand même 100 $ de moins qui doit nous faire. Mais je pense qu'avec la salle qu'on avait avant, la salle des Canon, on avait une belle salle. Malgré tout, on est obligé de la vendre. On voulait laisser à d'autres à un prix minime. On s'est ramassé avec une petite salle de rien pour 214 membres. Mais on est encore satisfait pareil. Mais on est moins satisfait quand on nous charge un montant pour aider aux pauvres de pouvoir. Je demanderais si on est capable au moins de nous laisser la salle le deuxième dimanche pour être capable de rapporter un petit montant pour donner à nos citoyens qui sont vraiment bénis. Merci. Merci, M. Grenier. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce qu'il y en a d'autres au centre communautaire, d'autres organismes qui paient comme les Chevaliers de Colomb? En fait, ou c'est les seuls qui paient? c'est que lorsque les demandes sont de l'ouverture du centre communautaire à l'extérieur des heures où on a du personnel, les différents utilisateurs avaient été avisés, on l'a fait jusqu'en décembre 2018, et que par la suite, s'ils demandaient des ouvertures à l'extérieur des heures où on avait déjà de surveillance, que ça leur serait facturé. C'est ce que M. Grenier lui a rapporté et c'est ce qui a été fait cette année à partir de 2019. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir la surveillance, malgré qu'on est tous des adultes? Écoutez, M. Savard m'en a parlé hier. Je n'ai pas pu ce matin faire le point avec le service des loisirs pour vous revenir. Je savais que ce serait discuté ce soir, mais on va revenir à ce sujet. Merci beaucoup de votre compréhension. Merci. Bonjour. Je vais me permettre de tasser parce que je vais avoir un certain respect pour Lucien. Moi, je me pose des questions avec le 15 d'augmentation. Sérieusement. Je trouve ça épouvantable, 15 Mais c'est ce qui est en arrière du 15 que je me pose la question. Parce que si vous avez un déficit de 15 d'augmentation, ce qui vaut à peu près 3 millions de $, on ne se trompe pas. Non, 15 ça correspond à 1 million. 15 de 25 millions? Non, le 15 s'applique uniquement sur les revenus de taxation. Le budget de la ville est de 25 millions, mais les revenus en taxation sont de l'ordre de 13 millions de mémoire. 7 millions 140. Quand ils ont fermé le budget 2017, ils ont fermé ça avec environ 10 millions de surplus. On le dit. C'est vrai. C'est ce qu'on est en train de décortiquer. À l'intérieur de ça, il y a eu un déficit en 2017 où on a voté à la dernière assemblée de décembre 2017 des budgets de 5,3 millions. Et en 2018, lorsqu'on a adopté le budget, nous l'avons dit très clairement aux gens, il fallait escompter la vente de 6,7 millions de dollars de terrain pour être capable de boucler le budget. Donc, ceci ne s'est pas réalisé. Donc, évidemment, ça a fait fondre les surplus qui étaient là. Ça veut dire que le 10 millions, il a passé dans le déficit. Ensuite de ça, vous avez tout le nouvel argent qui est rentré à Bois-Noir depuis 5 ans, environ, ça a commencé à rentrer. 5 ans, le développement au niveau de Bois-Noir, c'est drôlement énorme. Drôlement énorme. Ça veut dire que le déficit, ça, il arrive à combien? Le vrai déficit, il arrive à combien? Le déficit de 2019, là, et ça aussi, on vous l'a indiqué très clairement, le déficit de 2019 pour les dépenses d'exploitation, malgré les coupures qu'on a faites et malgré la hausse de 15 là, il faudrait vendre 4 millions de terrains pour arriver à boucler le budget d'une façon équilibrée. Mais là, je vous rappelle que c'est des ventes d'actifs qu'il faut faire pour réaliser ça. Le parc industriel, vous l'avez payé 30 millions avec les infrastructures. Pour un investissement actuel de 355 millions. C'est ça?
Non. Ça, c'est Rio Tito Elquin, OVH, Cloditech, la Longue des O'Brien, Ikea est là-dedans, Bretagne, je ne les nommerai pas toutes. Mais en cours, les investissements en cours et faits pour 2020, ça représente 355 685 000. Ce qui représente en 2020, par année, 5 690 000 de taxes. Ça, c'est là. Non, ça, vous venez de le dire vous-même, ça, c'est en 2020. Oui, oui. Actuellement, les revenus de la ville sont ceux que nous avons décrits. Okay? Ikea, actuellement, là, tout ce gros complexe-là, actuellement, il ne paie des taxes que sur la valeur du terrain parce que ce n'est pas en exploitation. Sauf que nos dépenses, eux autres, là, ils sont cette année et on ne les a pas, ces revenus-là. Lorsque vous parlez de Rio Tinto, que ce soit avec OVH, que ce soit avec Clartec, que ce soit avec Bretagne, ces taxes-là, dans nos revenus de taxes de 17 millions qu'on vous a donnés tantôt, ils sont à l'intérieur de cette enveloppe-là. C'est ça les revenus de taxes de la ville de Bois. Les taxes d'Arden aussi. Les taxes de? Arden. Arden aussi, oui. Et on ne fait pas de discrimination au niveau de qui paye les taxes. Là, ça fait partie des revenus globaux de taxes. Ça, là, on va tout de suite. J'ai un papier ici où on dit qu'on a un déficit de 85 millions. Dit par votre directeur général, M. Mélenchon. C'est-tu vrai, ça? Alors, je viens de vous le dire, la dette au 1er janvier 2019 elle est de 55,4 millions. Oui. À ça, il faut ajouter ceux qui sont en cours de réalisation. Donc, on a 11 millions pour la mise aux normes de nos usines d'assainissement, parce que le règlement d'emprunt n'est pas encore fermé. On a un règlement d'emprunt aussi de 1,2 million pour l'intersection d'Auce-Cadieux avec les travaux de canalisation Quimper et le bout du feu de circulation. Et on en a toute une liste comme ça qui sont déjà là dans le processus là, pour les emprunts. Mais rajouter là, à peu près 13 millions là, pour ceux qui sont en cours. Là. Donc on est à peu près à l'ordre de 68 millions. Loin de 85 millions. Le règlement d'emprunt, c'est pas un déficit. Le règlement d'emprunt, c'est pas un déficit, sauf qu'il faut le payer. Par oui. Moi, quand je vous parle de déficit, là, je vous parle des dépenses d'exploitation. Les dépenses d'exploitation, c'est ce qu'on appelle communément faire l'épicerie. Okay. Donc, l'épicerie, cette année, là, on en a pour 25,6 millions. Et nos revenus, si on nommait la vente de 4 millions de terrains, nos revenus sont de l'ordre de 21,6 millions. Je ne suis pas capable de comprendre. Je n'ai rien pas à bout de comprendre avec toutes les deux. Parce qu'il y a une raison pour augmenter les taxes dans une ville, c'est quand il n'y a pas de développement. Là, vous avez une raison d'augmenter les taxes. Mais aussitôt qu'on a du développement, et à Bois-Noir, le développement aussi est énorme. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé à quelque part. Je ne sais pas quoi. Ben, moi, c'est ça que je voudrais savoir. Je l'ai expliqué à maintes reprises. Pendant qu'on a soit gelé ou baissé les taxes, on a augmenté les dépenses. Je vous ai dit la dernière fois, les dépenses au niveau des ressources humaines, la masse salariale, on est passé de 7 quelques millions à tout près de 11. Évidemment, là, ça va vite à ce niveau-là. On a calculé des revenus, comme vous l'avez mentionné dans votre exposé, monsieur, des revenus qui vont effectivement arriver en 2020, mais on dépense à toutes les années ces sommes-là d'avance. Donc, c'est pour ça que ça ne balance pas. Monsieur Lévesque, vous avez eu des rapports de vérificateurs général des finances? Qu'est-ce qu'ils disaient, ces rapports-là? Donc, je veux déjà mentionner, après année, les vérificateurs nous mentionnaient que la ville se portait en bonne santé financière. Aussi, régionalement, on faisait l'envie, bien entendu. Donc, nous avions un plan, puis de ce moment-là, sans embarquer dans la politicaillerie, autant les arguments de M. Tremblay que les miens, les gens les ont souvent entendus. Il y a une façon d'interpréter les choses aussi. Genre, chercher la raison. M. Tremblay pourra vous dire que c'est pour telle raison. Ouais. Moi, je vais vous en donner d'autres, évidemment, parce que je ne partage pas le même point de vue, mais ça a déjà été dit par le passé. Donc, ça va toujours rester qui a raison. Le grand sage a dit l'histoire donnera raison. On verra bien avec le temps. C'est ce qui est malheureux, cette situation-là, c'est que là, on est dans une situation
arguments politiques. Et pour ce qui est des arguments plus techniques, ou de ce qui est des réponses plus techniques et plus empiriques, peut-être qu'avec Québec qui vient mettre son nez dans tous les sphères différentes des finances de la ville, et pour avoir un certain plan pour, en fonction de la lettre qui a été eue, peut-être qu'on aura certaines réponses qui sont plus techniques aussi à ce moment-là. Mais autant d'un bord comme de l'autre, c'est des choses qui peuvent se défendre au niveau politique. C'est ça qui est très complexe aussi, pour ça que le monde comprenne aussi, c'est ce qui devient à un certain point polarisant aussi, dans la façon que c'est amené aussi, qui dirait là-dedans, ben... Là, vous avez un directeur général qui déclare 85 millions de déficit. 85 millions de déficit, c'est 3 fois l'écart. C'est pas un déficit, là. On parle de règlement d'emploi, je vous ai donné exactement les montants. Si vous avez un directeur général qui a déclaré, c'est un déficit de 85 millions. Là, c'est le maire qui parle. Oui, bon, ok, parfait. Et votre directeur général, lui, sans moi, je Moi, j'aimerais faire un commentaire, puis c'est en lien avec la raison pourquoi la motion de blâme me mettait mal à l'aise. Cet article-là... c'est public. Ben oui, c'est public, mais il y a aussi très subjectif aussi, comme propos qui sont apportés. Et quand on fait des propos subjectifs. Non. Ah, ok, non. Mais il y a beaucoup de... Je ne suis pas en accord avec le fait que M. Malenfant ait pu aller prendre des positions politiques. Là. Mais à l'intérieur de ça, il y a des propos qui sont rapportés par la journaliste, mais qui ne sont pas cités tels quels. Donc, non, c'est pas ça. Je dis ça que quand on lit le document, il y a des propos qui sont entre guillemets et qui rapportent ce que monsieur a dit. Donc ça, c'est les mots qu'il a dit. Okay? Donc ça, moi, je m'appuie là-dessus. Mais il y a beaucoup de... Il a ajouté que... Puis c'est dans les propres mots de la journaliste. Donc elle le fait parler, elle lui fait dire des choses avec ses mots à elle. Puis c'est là où je trouve difficile de est-ce qu'il a dit effectivement déficit ou... C'est ce que je trouve malaisant avec cet article-là. Ce qui n'empêche pas que M. Malenfant aurait dû garder une réserve. Puis ce qui fait qu'on est encore en train de jaser de ça plutôt que d'aller de l'avant, mais vos questions sont tout à fait légitimes. Pour aller de l'avant, que les citoyens vont avoir. Je vais vous demander, il y a d'autres gens qui veulent intervenir aussi, je vais vous demander. 6 ans, 7 ans, on est fiers de ce lieu comme ça se fait beaucoup. Puis là, tellement de choses négatives. Et moi, je ne crois pas que l'ancien conseil ait si mal géré ça. Il y a quelque chose, à quelque part, qui se passe. Peut-être que l'affaire d'Alain va nous éclairer là-dessus. Mais ce n'est pas normal. Monsieur Lefebvre, effectivement, c'est pas normal. Il y a 15% non plus, c'est pas normal. Là, ça va être très bref. Parc industriel, on va parler d'un investissement. C'est ça, exactement. J'ai dit ça à la dernière assemblée du 18 décembre, c'est un investissement. Il reste 25 millions de terrains à vendre là-bas. OK? Bon. Les revenus, avec les taxes, 2018, on a procédé à une augmentation de taxes de 1,6 ou 1,7 millions. Ça donne plus les coupures personnelles, à peu près 4 millions. C'est Mme Anne-Toulouse, puis même M. Sauvé, IKEA. Selon le plan 2020, l'estimation de la bâtisse, 220 millions, qui va rapporter 3,5 millions de taxes. Ça, c'est à voir. Okay? Selon l'évaluation qui va être faite. Non, mais je veux dire, c'est peut-être 3, c'est peut-être 2,8, 3,2, c'est ça que je veux dire. Non, bien, c'est du change, c'est 4 millions à couvrir, mais peut-être qu'IKEA va venir nous couvrir en 2020. C'est ça que je compte, OK? C'est ça. Mais là, il reste que Transport Pouliot est venu s'installer. Après ça, il y a une autre compagnie qui est venue s'installer, qui vont appeler de Toronto, qu'on a fait installer. Qu'est-ce que je voulais dire avant les fêtes, c'est qu'il y a une lumière, là. Écoutez, c'est pas des noirs qui sont là. Mais il fallait quand même procéder un peu d'augmentation, une grosse augmentation, un peu, pour être capable d'équilibrer le budget 2019-2020. Parce qu'il faut le faire dans le gouvernement. C'est là que j'ai fait l'intervention du gouvernement, parce que moi, je vais avoir la vérité.
au niveau de chiffre. On va voir la vérité des gens qui sont plus au gouvernement qu'à l'intérieur de la ville de 1 et qui gèrent au-dessus de 1000 municipalités et villes, dont Québec et Montréal. À partir de ce moment-là, je pense que tout le monde va avoir un bon éclaircissement de tout ça. C'est tout gentil. Je vais comprendre, parce que le parc industriel est vendu à plus la moitié. Puis on a payé 67 cents le pied carré. Puis on a vendu en moyenne à 4 piastres le pied carré. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose, le parc industriel. Le parc industriel se vend à 3 le pied carré. Ça fait quand même mais le pied carré fait des bons états. Écoutez, on vous a donné les chiffres, M. Lefebvre, là. Ah oui, vous avez donné les chiffres, je me contente de ça, je ne suis pas capable de comprendre. Je suis sûr, moi, qu'il y a quelque chose à quelque part. Il faut qu'il y ait quelque chose. On verra ça au fil du temps, comme M. Rexoy l'a mentionné. L'histoire, ça s'écrit plus. Dans ce temps-là, c'est les citoyens qui payent. Dans ce temps-là, c'est les citoyens. 15%. La vision était 20-20. Je les taxe jusque-là. Puis ça, j'y crois. Je l'ai vu, fortement. Énormément de citoyens à Bois-Roi. C'est le fun, on peut aller manger dans des beaux restaurants. À Bois-Roi, même pas moins de dans la rue. C'est ça. Il y a quelque chose à quelque part qui s'est passé avec d'autres jours. Mais j'aimerais ça savoir. Merci, M. Lefebvre. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Sylvie Donplan. Et j'ai deux questions. La première, lorsqu'on a procédé à l'ouverture du jour, on peut voter pour l'ordre du jour. Et j'aimerais savoir s'il y a eu vraiment des comptes, parce que Mme Poisson était contre l'ordre du jour. Non, Mme Poisson était contre l'amendement. Lorsqu'on a adopté l'ordre du jour dans un coup amendé, c'était à l'unanimité. Est-ce qu'on a vraiment le décompte? Est-ce que la greffière peut nous donner le décompte du vote? Tout à fait. On le fait à toutes les fois. Est-ce que c'est possible de le donner présentement? Oui. On a le... Il n'y a pas de décompte, il y a une note. J'ai demandé s'il y avait des gens qui s'y opposaient. Personne ne s'y est opposé. Donc, ça veut dire que c'est l'unanimité. Mais Mme Poisson était contre un certain point. Sur l'amendement. Alors là, je vais vous l'amendement de l'ordre du jour, monsieur. Oui, on va y aller selon l'ordre des choses et selon les procédures. Il y avait un amendement d'ordre du jour qui était proposé. On vote l'amendement de façon isolée. Cet amendement-là a été voté à la majorité. Mme Poisson s'y étant opposée. Un coup que l'amendement est adopté, il fait partie intégrante de l'ordre du jour qui est voté dans sa globalité. Et à ce moment-là, j'ai demandé si quelqu'un s'y opposait. Personne ne s'y est opposé. On peut mettre un point de côté puis mettre l'ordre du jour... compter l'heure du jour. Non. Là, je vais vous expliquer les règles de procédure. Là. Je vais vous dire une résolution. Okay? Bon, premièrement, pour en débattre, ça prend un proposeur et un appuyeur. Un coup que la proposition, elle est là, elle peut être amendée. Ce que M. Lévesque-Sauvé a fait tout à fait correctement. Il dit, moi, je veux qu'on ajoute un point à l'ordre du jour. Parfait, c'est un amendement. Cet amendement-là, dans un premier temps, est pris de façon isolée. Parce qu'il aurait pu être rejeté. Donc, si l'amendement était rejeté, on revenait à l'ordre du jour original. L'amendement ayant été adopté, nous revenons avec l'ordre du jour tel qu'amendé. Et c'est ça qui a été voté. Et ça, un coup amendé, il a été voté à l'unanimité. OK. Pour la deuxième question, sur l'ordre de la dérogation mineure, la question est la suivante. Est-ce qu'on s'est assuré que la réaction est suffisante au niveau des réseaux d'aqueduc? Parce que déjà, année après année, on a des débordements qui se produisent dans le bas de la rue McDonald. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il y a eu des débordements. Alors maintenant, en installant les fameux projets qui s'en viennent sur la rue McDonald, est-ce que déjà on est saturé? On va venir en remettre d'autres?
Le problème de saturation de la station McDonald's ne dépend pas il dépend d'un autre problème que nous avons à solutionner à ce niveau-là, qui est l'infiltration des eaux de surface particulièrement. Mais on est d'accord qu'on est déjà en débordement, puis on va rajouter une bâtisse. On ne peut pas empêcher. Le réseau, il est là, on n'est pas en extension de réseau, on est dans un réseau qui est bâti, on ne peut pas refuser les permis de construction sur cette base. On va être over, c'est pas grave, on va essuyer les dégâts d'eau parce qu'on doit le mettre. C'est pour ça qu'on est en train de faire la mise aux normes de nos usines. Alors, l'autre chose qui me vient en tête, au niveau des déversements, est-ce qu'il va y avoir des déversements qui vont être causés, qui vont être faits au niveau du fleuve? Actuellement, le ministère de l'Environnement, justement, je viens de vous le dire, on est en train de faire la mise aux normes de nos usines d'assainissement, nos stations de pompage. Vous avez vu tantôt, on a voté justement un avenant justement au contrat qui est en cours. Donc actuellement, les stations de pompage ont pratiquement toutes été, les travaux ont pratiquement tous été complétés à ce niveau-là. Donc les pompes ont été en réfection, l'ensemble des installations, les contrôles, etc. On est rendu à la deuxième phase de ces travaux-là, qui est l'usine, à proprement parler, d'épuration des eaux du côté de Beauharnois et du côté de Menejuelle, des étangs aérés. Donc, on est rendu à ce stade-là de la mise à niveau et les travaux se poursuivent selon le plan global qui avait été adopté. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà, on flotte en eau au printemps, puis on va rajouter des bâtiments. Sur ça, je vous remercie. C'est dans ma nom, Pierre. Oui. Bonjour, M. Michel Fournier, du 335 rue Saint-André. J'ai le communiqué de presse qui est sur votre site web, de la ville de Beauharnois. Il est mentionné là-dedans que, selon le nom de M. Lenenfant, le commissaire mentionne notamment que des irrégularités ont été commises sur la comptabilisation des produits obtenus par l'aliénation des terrains dans le parc industriel. Si je comprends bien, là, c'est des revenus de vente de terrain qui ne se sont pas faits. Non, non, ce sont les terrains qui ont été effectivement vendus. Oui. Et l'argent de ces terrains-là a été mis dans des surplus libres pendant qu'on a une hypothèque, comme M. Lefebvre l'a mentionné tantôt, de 32 millions. Donc, l'argent de la vente de ces terrains-là, et ça faisait partie du règlement d'emprunt de la ville qu'ils ont adopté, que les argents de vente de ces terrains-là devaient servir à réduire l'emprunt, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Non. Là, si j'écoute ce que vous m'avez dit tantôt au point de vue du budget de 2019, vous avez 25 millions de dépenses. Oui. Vous prévoyez 21 millions de revenus. Vous anticipez une vente de terrain de 4 millions. Je trouve ça bizarre, moi, à un moment donné, qu'on anticipe des ventes là, de terrain qui ne sont pas faites. Il me semble qu'un budget, là, à un moment donné, c'est les revenus, c'est les dépenses. C'est ça. Puis des anticipations de vente, là, il me semble que ça ne marche pas. Je vous donnerai en partie raison, effectivement, mais c'est le problème, encore une fois, c'est le problème du budget 2017, c'est le problème du budget 2018. Et on a tenté de ramener ça à zéro. Vous n'êtes pas satisfait de la hausse de taxe à 15 % je ne le suis pas non plus. Mais si on voulait réduire ça, puis écoutez, on a travaillé très fort à réduire les dépenses. Il y a des gens là, qui, à la fin du mois, là, perdent leur emploi. Là. Donc, on a procédé à de nombreuses coupures, mais on n'a pas pu réussir à résorber l'entièreté des dépenses supplémentaires. On escompte ça et on va suivre le budget de façon très rigoureuse pour s'assurer que si on est capable de faire autant des économies que d'autres manœuvres, on va les faire, soyez-en assurés. Mais lorsqu'on a fait ça, il a fallu une hausse de taxes plus substantielle, et malgré ça, les coupures auraient été là quand même. Vous pouvez remarquer que mon propos ne se rapporte pas à l'augmentation de 15 %. La question que je vous pose, c'est que vous anticipez une vente de 4 millions de terrains qui ne s'est pas fait. Ce n'est pas un revenu. On espère qu'on va vendre 4 millions de terrains. Effectivement. Si vous ne les vendez pas, il y a les quoi? C'est l'augmentation. Exact.
Ça veut dire que l'année prochaine, au lieu d'avoir 15 d'augmentation, on va avoir quoi, un autre petit 25 parce qu'on n'a pas vendu de terrain? C'est pas, je pose la question. La décision que le Conseil a prise, compte tenu qu'on ne pouvait ramener ça à zéro, et on a exploré d'autres, Mme Doudou d'ailleurs avait souligné qu'on a travaillé très fort pour être capable d'essayer de trouver d'autres solutions. On a pris la moins pire à cette étape-ci, mais oui, pour arriver à ça, on escompte la vente de terrains qui effectivement sont hypothéqués. Genre combien? Pour tourner à la messe, on fait publier des envions, peut-être si ça continue. Ici, là, j'ai le bulletin mensuel. Il y a une question qui me fait sursauter. Pas une question, disons que un petit avis qui me fait sursauter. Lorsqu'on parle des KPI, je regarde en 2019, à peu près 15 millions. En 2020, 24 millions. Qu'est-ce qui se passe en 2020? On dirait que tous les postes de dépenses, si on a des investissements là-dedans, là, ça double, ça triple, ça quadruple. Il se passe quoi en 2020 au juste? Alors, c'est qu'en 2020, un des gros projets que nous avons pour 2020, c'est ce qui a été annoncé depuis quelques années, c'est la réfection de la rue Hélice. Donc, c'est sûr que la journée où on fait la réfection de la rue Hélice, on parle d'un projet d'environ 15 millions. Donc, c'est sûr que cette année-là, déjà, il y a une grande partie qui va là. Et il faut continuer la mise aux normes de nos différentes installations. Donc, au niveau de l'usine de filtration, il y a d'autres travaux qui sont amenés. On a déjà fait une mise aux normes. Excusez, il y a quelques années. Vous parlez d'un agrandissement ou quoi? Non, il y a un bassin qui n'est pas utilisé actuellement et si on veut l'utiliser pour accroître la capacité de l'usine de filtration, bien évidemment, il y a des investissements qui sont à faire à conséquence. C'est ça. Mais le bassin, il est là, on agrandit par en dedans. Les sacs de béton sont là. C'est ça, on agrandit par en dedans. Non, mais c'est parce que ça me fait sursauter ce 25 millions en 2020. Pour une ville qui est endettée comme on est présentement, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a 18 du budget qui s'en va sur le service de la dette. J'ai pas l'impression que ça va s'améliorer dans le temps peu. Et monsieur, si je peux parler, le PTI, là, ça c'est ce qu'on voudrait faire. Ça ne veut pas dire qu'on va le réaliser. C'est des chiffres qu'on met. Pardon? Il y a des questions à se poser. Non, mais c'est des chiffres, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire à développer notre ville. C'est sûr qu'on aurait pu le perdre zéro, mais on a pensé, puis on va voir comment on va avoir dessous, puis on verra si la rue Hélice, ça ne peut pas être faite en 2020. Ça tombera peut-être juste à 6 millions à Mme Toulouse, qui était membre de l'ancienne administration, là, vous avez été un des deux conseillers qui avait été reporté avec M. Lévesque. La question des budgets antérieurs des 5 dernières années, là, vous étiez présent, vous autres? Là? Oui. C'est quoi la question du maquillage de budget? Ce que je comprends, là, moi, là, je comprends pas. Faites juste attention, hein? On fait partie d'une équipe, hein? Puis le magouillage, là, faites bonne attention. Ben là, je ne sais pas si d'après le que vous avez sur votre chose, c'est ça que ça dit à peu près. S'il vous plaît, tout le monde. Tout le monde a le droit de parole, hein? Je vais vous demander de rester respectueux, tout le monde, s'il vous plaît. Monsieur, c'est marqué là, ici, là. Des irrégularités. On parle d'irrégularité. C'est sur votre site web. Je ne demande pas ça. Non. Et on a la lettre qui le confirme. Bon. Moi, la question que je pose aux anciens conseillers qui est présent dans le temps, je ne peux pas lui nommer des nouveaux conseillers. Il n'était pas là, il n'était pas là. Mais on fait partie d'une équipe, monsieur. Il n'y a pas juste deux conseillers, il n'y a pas parce qu'on faisait partie d'un ancien groupe. Le budget, il est accédé par qui? Par nous. Mais nous, là, regardez, là, moi, là, je ne suis pas une comptable, je ne suis pas une ingénieure, je ne suis pas une ci, puis je ne suis pas une ça. Moi, là, je fais confiance à des gens. OK? Fait que moi, j'ai fait confiance à des gens. On a peut-être le résultat qu'on ne voulait pas, mais par contre, je n'irai pas commencer à dire que cogner ses clous là, ça la tête des autres pour dire non, non, non. Nous, là, on a un objectif, mon cher monsieur. L'objectif, c'est d'aller en avant. Oui, c'est vrai qu'on a peut-être pas tout fait dans la règle de l'art, mais on ne peut pas aller cogner. Si vous voulez cogner sur nos têtes, ben allez-y, mon cher monsieur. C'est votre droit. Mais moi, je vous dis que nous, on a essayé de faire quelque chose. Exactement ce que je me pose des questions comme contribuable. Vous avez bien raison, mais moi aussi, je suis une contribuable. Ben, vous êtes responsable jusqu'à un certain point. Madame, vous êtes conseiller municipal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ma responsabilité. S'il vous plaît. Monsieur Michel. Monsieur Michel. Oui. Je veux vous donner 2 éléments de réponse. Vas-y donc.
Êtes-vous sûr? Oui, Moi, pas mal. Pour répondre dans un premier temps à votre question par rapport à la lettre, pour que vous puissiez comprendre, certaines des décisions, ces montants-là où ils sont attribués, on s'en est même jamais caché dans l'administration précédente, c'est des projets qui ont été payés directement, si je ne me trompe pas, la rue des Écossais, la rue Richardson. Et nous, de la façon que ça nous avait été présenté dans ce temps-là aussi, c'est qu'on allait payer sur ces règlements d'emprunt-là plus d'intérêts que ce qu'on payait sur le parc industriel. Donc, c'était de faire un peu une règle de 3, comprendre ce qu'on va payer, c'est de la de ces projets-là, au lieu d'aller payer, comme on dit, le coût du parc industriel tel que la lettre nous est reprochée, ou bien est-ce que plutôt, on va régler ça pour faire moins de paiement d'intérêt? Donc, ça, c'était ce que nous avait été présenté en ce temps-là, c'est ce qui avait motivé nos décisions, mais ça a toujours été dit d'entrée de jeu. De là, ça peut être débattu. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? C'est débatable. J'entends, mais c'est ce qu'on a fait dans le temps, c'est ce qu'on a accepté de faire. Fait que ça pour répondre à la première question. Du moins, du pourquoi ça a été fait. Et deuxièmement, sur le fameux qu'est-ce qui s'est passé aussi, ou avec les budgets, je ramène un peu le même take que j'ai dit tantôt à M. Lefebvre aussi. Il y a vraiment une nature politique là-dedans. Autant M. Tremblay a mis quelques doléances par rapport à l'administration précédente, autant moi j'en ai mis sur des actions entreprises par des votes majoritaires du Conseil avec lesquels je n'étais pas d'accord. Mais encore là, c'est pas pour vous lancer de la vieille soupe que j'ai ça, c'est juste pour vous mettre les choses en perspective que c'est là que l'opinion entre en ligne de compte. Nous, on prévoyait que ces ventes de terrain-là pouvaient se faire. Pour quelle raison ça n'a pas été fait? D'un bord comme de l'autre, on a des arguments différents sur pourquoi ça n'a pas été fait. Ça demeure une chose politique. Et moi, je peux le défendre, évidemment, de est-ce que ça aurait pu se faire? On va jamais savoir, évidemment, le temps est passé. Pour le futur, j'espère, j'y crois encore, ces terrains-là puissent se vendre. Puis la fameuse façon de procéder, que, comme vous dites, pourquoi planifier à l'avance des montants qui ne sont pas rentrés déjà, ben, c'est une façon de voir les choses au niveau économique, au niveau politique aussi. C'est de faire un investissement pour aller de l'avant, pour anticiper qu'on va recevoir un revenu. Donc, c'est de mettre ça en motion pour qu'on puisse justement vendre ces terrains-là éventuellement, tout en n'ayant pas l'argent nécessairement en achetant le parc industriel. On sait très bien que quand on a acheté le parc industriel pour le règlement de 30 millions, on ne l'avait pas dans nos poches. C'est un risque à prendre, un risque calculé, oui, mais rendu là, c'est de la politique. C'est flat comme ça, je vous dirais, mais en espérant, comme M. Savard a dit, que Québec va peut-être apporter certaines lumières là-dedans, parce que juste même moi aussi, j'ai de la misère à saisir, comme tous les restes des membres du Conseil, pour la situation dans laquelle on est présent. Il n'y a rien de politique à dire à un moment donné que vous anticipez encore 4 millions de revenus qui n'existent pas. Bien, ça, comme je vous dis, c'est une façon de voir les choses, c'est que ça peut se défendre. Autant vous avez le droit de dire que ça peut faire perdurer une situation qui a déjà c'est le plan, on n'a pas de discussion, tout le monde a donné son point de vue. C'est ça, j'essaie juste de vous dire, autant que vous pouvez dire que ça n'a pas d'allure, autant que ça peut être défendable. C'est juste ça que j'essaie de vous dire. Merci. M. Gervais. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est François Gervais et au sujet de McDonald's Viateur, Cardinal. On ne veut pas empêcher le petit bonhomme de construire, de faire des choses. On veut juste que ça soit logique et intelligent que ce que vous allez mettre là. Parce que c'est un vieux quartier, tous les anciens chalets modifiés, puis là, ça avec un semi-détaché haut de gamme, tu plantes ça là, ça n'a aucun bon sens. Puis il y a des arbres matures, effrayants sur ce terrain-là. Tu ne peux pas tout scraper ça pour plaire à quelques personnes. Là, on est plusieurs, là, McDonald's, puis Viateur Cardinal, puis je pense qu'on est tous contre les grosses bâtisses. Puis je pense pas que vous devriez déplaire à 60 personnes pour plaire à 2, 3. Ça, c'est mon opinion, puis l'opinion de plusieurs qui est avec moi ce soir. Fait que j'aimerais ça que ça s'est étudié, approfondi comme il faut, avant de donner des permis, que ça soit intelligent avant d'implanter une maison là. Je pense que c'est le gros bon sens dans la vie d'aujourd'hui. Il faut penser pour tout le monde autour, pas quelques personnes. Parce que je ne veux pas qu'on n'empêche pas de passer, que ça soit intelligent et respecté autour. C'est ça qu'on veut. Puis j'aimerais ça que les conseils en prennent conscience et fassent quelque chose pour nous. Parce qu'on est tout à l'heure, Saint-Louis, tout le monde a signé, tout le monde est contre les outils de logement. Je sais que la loi est pour ça, mais il faut penser que peut-être qu'ils n'ont pas avec le portefeuille, on va essayer d'avoir de l'argent. Non, c'est pas ça qui nous gouverne, M. Gervais. Je veux juste mettre les choses dans leur juste perspective. C'est que les gens du côté de l'urbanisme, ils ont un règlement à appliquer.
ce règlement-là, -là, c'est le règlement 701 qui a été adopté de mémoire en 2017, si ma mémoire est bonne, et pour lequel il y a eu des consultations, il y a eu toutes les choses. Demain matin, là, la personne qui demande le permis le fait avec ce qui est permis. Peut-être, écoutez, là, votre interprétation, c'est de dire que ça n'aurait peut-être pas dû être là, mais dans la grille des usages, et je vous le dis, là, demain matin, la Ville dit « je n'émettrai pas ce permis-là ». C'est pas ce que j'ai dit. En fonction des semi-détachés, ils sont autorisés, M. Gervais. Donc la journée... Il y a faire un tour dans notre secteur. Je le connais très bien, votre secteur, M. Gervais. On s'en compte, ce terrain-là. Je le sais, je le connais très très bien, votre secteur. On veut juste que ça aille du bon sens. C'est pas une question de niaisage, je dis juste que le travail qui a été fait au niveau du règlement de zonage et des grilles d'utilisation permet, et ça permet pire que ça, là, entre guillemets, là, je vais aller dans votre sens, ça permet pire, ça pourrait être un quadruplex, là. Et je vous dis juste que ce sont les usages qui sont permis. Et à partir du moment où ce sont les usages qui sont permis, la Ville ne peut pas ne pas émettre le permis. Parce qu'on devient facile de poursuite. Avec raison totale. C'est quoi, ça va être ça les verts? T'as-tu que ça a l'air? C'est vu. Ah, chez House, t'as-tu vu ce coin-là? Monsieur Robert en arrière, là, je ne sais même pas si son terrain de ils ont des châssis tout en arrière, ils regardent tout sur son terrain en arrière. C'est ça. Moi, être là, j'aurais des freins, c'est sûr, parce que je ne peux pas être à 5 minimum 2 mètres pour avoir un châssis. Oui, c'est dans le code civil, ce sont les règles du code civil. Peut-être ceux-là qui donnent les permis, là, qu'ils viennent voir avant de donner un permis. Comme Jean-Yves Lorrain faisait à l'époque. Il prenait son char, puis il venait voir, puis il allait voir si tout était conforme avant de faire quelque chose. Là, en ce moment, c'est fait tout, mais c'est pas conforme. C'est dans ça que ça s'est pris en considération. J'ai parlé avec Jocelyne, avec... J'ai eu une autre intervention sur une maison qui s'est construite sur François Branchaud. Avant ça, nous avions ce qu'on appelle une règle d'insertion, ce qui faisait en sorte que, selon, quand tu bâtissais en deux maisons, il fallait que tu sois égal à une ou l'autre ou entre les deux. Mais c'est pas mieux, là. Excusez, laissez-moi donner. La règle d'insertion a été retirée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu avais un propriétaire qui, lui, avait un terrain de 300 pieds de profond et qui décidait de se planter à 150 pieds du chemin. Fait que là, ça venait pénaliser tous les autres. Là, ils ont pris une règle pour éviter ça, mais ça a aussi son contrepoids, malheureusement. Regardez, actuellement, je vous dis, le service d'urbanisme n'a pas le choix que d'appliquer le règlement tel quel. Ce qu'on a demandé et qu'on demande au service d'urbanisme, c'est de nous faire des recommandations lorsqu'on se retrouve devant ces situations-là. Malheureusement, on les retrouve dans les cas concrets, parce qu'autrement, tout a été étudié théoriquement, puis tout à la main. On a même des articles dans la chose, là. C'est marqué de regarder les quartiers existants, pareil comme ils étaient. C'est marqué. C'est sorti de vos règlements de la ville. Oui, mais là, les articles s'interprètent les uns par rapport aux autres. C'est ça, c'est la même chose. C'est ça. Donc, je veux juste que vous preniez le temps de l'étudier. Allez-vous faire ça pour nous autres? Oui. On est au moins 60 à avoir signé cette pétition-là. Il faut que ça soit intelligent, qu'est-ce qu'on met ça. On ne veut pas qu'ils bâtissent pas. Il faut que ça soit pensé. Je peux me fier sur vous autres, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. C'est M. Gervais. Bonjour. Bonjour. François Leduc, président de Bois-Morte. J'avais parlé d'une augmentation de 15 %. Est-ce qu'on a un plan de marche pour améliorer ça? Parce que, sans ça, il ne faut pas demander à tout le monde de Bois-Morte qu'on s'en aille à l'église dimanche, puis on se met à faire des prières pour vendre des terrains. Y a-t-il un plan de marche qui est établi pour vendre des terrains pour faire quoi que ce soit? Ça, ce parc industriel-là, y a-t-il un comité qui va se pencher sur la situation? Si vous autres, là, vous gérez le budget, là, vous arrangez que ça vaut, c'est bien correct, mais il faut faire de quoi pour vendre ça, pour améliorer notre sort. Parce que sans ça, l'an prochain, là, on va encore augmenter. C'est sûr qu'on s'en ira pas en diminuant, ils ne se vendront pas tout seuls les terrains. Puis les terrains du parc industriel, c'est la qualité moyenne. Parce que le terrain, là, ça prend du pieutage s'ils font des bâtisses comme Ikea. Ça a coûté comme à peu près 37 millions de pieutage. Ça va éliminer beaucoup de personnes qui vont voir mes
s'implanter à Bois-Moi. Fait que là, il faut faire sûrement un comité et d'essayer de trouver une solution pour vendre ici, pour promouvoir Bois-Moi. Parce que là, on part avec deux prix. On part avec une augmentation de 15% cette année. Pensez-vous que le monde va venir s'installer à Bois-Moi? 15% d'augmentation, on vient d'éliminer bien des points. Moi, je pense qu'on devrait faire un plan de match pour vendre des terrains. Puis moi, là, j'en ai une idée. Vu que les terrains ne sont pas de bonne qualité, ce qu'on pourrait faire, on pourrait aller chercher un permis au gouvernement pour faire de la culture. Faire pousser du pot. On va être la première ville. Pourquoi c'est pas la communauté? Pourquoi qu'à Bois-Moi, on va de 15% d'augmentation à zéro taxe? Puis d'une couple d'années, la ville de Bois-Moi va faire des chèques à ses citoyens. Pourquoi? C'est peut-être bien trop, mais pourquoi on ne peut pas le faire? Les entreprises, une entreprise, s'il vous plaît. Une entreprise qui est en train de bâtir, ça va coûter 150 millions. Ils la payent dans la première année d'opération. Ils font des bénéfices. Pourquoi on n'en fait pas? Au lieu de vendre nos terrains, on est même mieux les exploiter, nos terrains. Donc, on va aller chercher de l'argent avec ça. On est juste à trouver du monde en place. Ce qu'il faut, c'est aller chercher des permis. On s'en va au gouvernement. On dit, nous autres, là, parc industriel, cette année, on a eu 15% d'augmentation. Nos terrains sont de haute qualité. On pourrait faire des serres là-dessus, faire de la culture. On va chercher des permis. On va chercher de l'argent. La marina, là, on a parti de marina. Vu qu'est-ce que ça a l'air? C'est juste des beaux poteaux d'acier qui sont montés. C'est à peu près ce qu'il y a de pire. On n'a même pas de brise. Pour les vagues, il n'y a pas de brise. Rien. Fait que là, même si ça reste la plus belle bâtisse, là, plante des bateaux sur le bord de l'eau, les bateaux vont tous se passer en morceaux. Et ça prend de l'argent. Fait qu'il faut aller chercher de l'argent pour faire des projets. Quand on a d'argent, on en fera des projets. On en dépense ça, c'est pas grave. Mais il faut faire quelque chose. Si on n'a pas d'idée, il ne se passe rien, bon, moi. Si on fait un comité, là, on va s'encher des permis, je garantis qu'on va faire de l'argent. Puis, il n'y en aura plus de taxes à Bois-Moi. On va être la première ville au Québec qui passe de 15% d'augmentation à zéro. On tombe avec pas de taxes à payer. Mais c'est je ne suis pas sûr que l'IKEA va se mettre un élément en perspective, suite à l'augmentation des taxes. Je vous invite à regarder ce que le Journal de Montréal et TVA a publié. Vous avez la carte des 84 municipalités de la CMM. Quand vous regardez le taux de taxation de Beauharnois en fonction de la valeur moyenne, puis vous comparez à partout autour, là, on est loin, très loin d'être mal placé. Okay? On est largement dans les plus bas, malgré cette augmentation-là. On est encore dans les plus bas. Mon Dieu, je l'ai dans ça. Regardez, Mercier, population équivalente, là, le compte de taxes à Mercier, là, 200$ plus cher. Vous regardez les riz, à peu près au même taux, mais les riz, c'est sans service. Quand vous ajoutez l'eau et les égouts à les riz, on augmente de 1200$. Vous regardez les zones comparables, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Del-Sud, ils sont tous plus hauts que nous autres. Vous regardez, on est à peu près égal à la Prairie. Vous regardez sa couronne nord, on est encore là dans la très très bonne majorité de tous les cas. OK? Donc c'est ça, là. Je sais qu'on s'en fait la manchette, le fameux 15%, là, mais la réalité, elle est celle-là. C'est celle qu'on vous présente là, ça, c'est ça la réalité. Écoute, tous ces beaux commentaires-là faits, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité de Bois-Moi. Et on se compare très, très bien. D'ailleurs, il y a 122 habitations qui sont en train de se lever sur le chemin du canal. Et ça ne nous a pas fait peur, puis ils ont commencé là, après avoir su ça. Cassez-vous pas la tête, c'est ça qui se passe. On est en très bonne position malgré tout. Je trouve ça bien plate, le fameux 15%, mais ça reste que c'est ça. Monsieur Tanguay. Bonjour, M. Chauvin. Moi, c'est encore concernant le 8 McDonald's. C'est juste m'assurer aussi que le 2 ans, j'ai demandé un permis. On a une maison bâtie en 1950, qui est dans la famille depuis 55. On m'a refusé de faire un salage à 15 pieds. Et là, vous changez les règlements. Je ne sais pas c'est quoi qui va être la distance.
On vient d'avoir une bâtisse sur François Branchot, là, que je pense ce matin. Le derrière de la vanne est dans le pesticide. C'est assez restreint. Alors que moi, on m'a refusé, il a fallu que je recule à 25 pieds. Puis c'est déjà de quoi qui était déjà établi. Fait que je me demande, on s'en va-tu comme la Vidéotron poubelle? On va donner aux nouveaux qui arrivent, puis ceux qui sont déjà là, on leur donne rien. C'est ça que je veux savoir. Où on étudie vraiment l'affaire, parce que j'ai coupé un sapin pourri, il a fallu que je plante 3 arbres, puis là on parle de 40 arbres matures et en santé. J'espère que ça va être questionné aussi, parce que moi, ils sont venus relever les arbres à un moment donné, puis ils ont vu qu'il y avait un sapin qui était mort, j'ai coupé, mais ils ont fait un suivi, puis ils sont assurés que j'en replante. C'est pas des cèdres, c'était des arbres fruitiers, des arbres. Ben, le conseil urbaniste, j'espère qu'il va étudier la question. C'est pas planter, mais à réduire les distances avec la vie. C'est tout ce que j'avais à dire. Parce que c'est clair que moi, ma maison ne prendra jamais de valeur parce que le seul truc que j'avais vu, c'est de faire un salage, mais un salage, là, aussi à 3 pieds du bonhomme de la ville, là, il n'y a pas de logique, puis je pense que ça serait ça à surveiller. Je peux vous dire que les marges pour tout le secteur, là, la marge avant est de 7,6 mètres, 25 pieds dans le fond. Les marges latérales, dépendant du type d'habitation, sont minimalement de 2 mètres pour un total minimal de 4. C'est mesuré quand même, parce que si le permis était accordé, il y a eu quelque chose. Bon. J'ai déjà questionné sur cette maison-là, puis on m'a dit que la marge avant était respectée, mais je sortirais peut-être mon take nous aussi. Oui, sortirez, puis moi y aller avec toi, mesurer. Enfin, on se donne rendez-vous. Oui. Oui, j'ai utilisé Pierre-Jean Perrin sur la Métro. Vous avez parlé des municipalités que vous êtes en bonne posture comparé aux autres municipalités. Mais Ville-de-Léry, vous avez parlé de Ville-de-Léry, vous parlez juste des comptes de taxes. Je paye des taxes à Châteauguay, Bois-Noir de Ville-de-Léry. Châteauguay, il y a toute taxation, mais je n'ai pas suivi de Bois-Noir cette année, je n'ai pas eu encore, là, mais je vais vous donner les taux de l'année passée. Châteauguay, toute taxation est à 0,94. Bois-Noir est à 0,70, quasiment 71. À Léry, 58 cents. C'est ça, la taxation. Les chiffres que vous donnez, là, puis en plus, moi, à la ville de Léry, j'ai les services. Les services, là, c'est reste plus cher, mais il reste à peu près 14 ans. Peut-être des emprunts de 20 ans. Ça ne coûte pas trop cher. Chez Châteauguay, si tu payes les services, ça coûte 45 000. Nous autres, ça va nous coûter 1 000 $ par année. Pendant 20 ans, c'est 20 000 $. Ça veut dire que ça nous coûte peut-être trop cher. La morale de cette histoire, c'est qu'à Ville de Léry, l'asphalte est neuve, à Bois-Noir, l'asphalte est scrap, puis à Châteauguay, l'asphalte est scrap. Ça veut dire que plus que le gouvernement a déjà vu fusionner les municipalités pour sauver de l'argent aux payeurs de taxes. Si on regarde la ville de Châteauguay, on a fusionné en 1975, j'étais fonctionnaire à Châteauguay, j'ai pensé le premier que c'était la meilleure chose à faire, une fusion. C'était la pire chose qui est arrivée, je le compte plus souvent. C'était la pire chose qui est arrivée pour les citoyens Châteauguay. À Bois-Noir, avant, Maple Grove n'avait pas de dette. Belleville avait une petite dette qui n'existait même pas. Là, vous nous parlez de 55 millions pour la dette à Bois-Noir, plus 11 millions qui s'en viennent par-dessus ça. Ça veut dire que la morale de cette histoire, c'est que quand une ville grossit, les taxes augmentent. Ça veut dire qu'il y a des clients de vue qui se perdent. Il y a quelque chose qui se perd à quelque part. Ça veut dire que. Une fois, je vais vous demander de rester poli. Je suis poli, j'ai dit les clients de vue, c'est parce que c'est d'être poli, ça. Pas très poli. À votre égard à vous, moi, je trouve que c'est poli. Ça veut dire que ce que je veux dire là-dedans, c'est que les fusions de municipalités, c'est la pire chose qui peut arriver aux citoyens. Pas aux employés, aux citoyens. Vous en avez déjà parlé, M. Boutier, on commence à le savoir. Bon, OK. J'ai posé la question, combien ça coûte le service de police à Bois-Noir? 252 pièces par habitant. J'ai resté après, Oui, ça coûte. Combien est-ce qu'il est le montant? Divisé par 13 000. Divisé par 12 policiers, ça va coûter, ça va coûter, moi. 3,4 millions. 3,4 millions. Prenez 3,4 millions, divisez ça par 12 policiers, là, ça va vous donner à peu près 300 000 pièces du policier. Si on irait avec Ville-Mercier, qui a donné une leçon, parce que moi. Vous l'avez aussi déjà dit, M. Boutier. Ouais. Moi, là, j'ai dit à la mairesse Nathalie Simon, il y a 3 ans, que le conseil d'or au gaz, il n'y a personne qui regarde bien. Le conseil, j'ai dit au conseil qui n'était pas au courant, qu'il y avait une cellule de 6 semaines.
puis ils l'ont enlevé, puis ils ont sauvé 1,8 million. Est-ce que ça a sauvé des taxes à Beauharnois? Zéro, je pense. Ça n'a pas baissé pour autant. Ça veut dire que, qu'on ait le chiffre qu'on dira, ça coûtera toujours plus cher. Ça veut dire que si vous faites exemple, là, de la police, je vous en ai parlé, mais ce que je vous ai dit, ça vous a rentré en arrière, je te parle pas, parce que si vous avez les calculs, vous verrez tout de suite qu'on sauvera plus d'1 million. Si on prendrait le service de police, parce que ça, le service de police, depuis que c'est fusionné, là, c'est le bout du bout. C'est pas ça qui est le meilleur service qu'on a. Si on irait avec Ville-Mercier, ça nous coûterait encore moins cher. Puis Châteauguay, là, ça donne une leçon, parce que moi, j'avais dit à Châteauguay qu'un jour, ils vont le perdre Ville-Mercier. Puis ils ont dit jamais qu'ils vont le perdre. C'est pas normal que Châteauguay dépense et envoie les factures aux autres municipalités. C'est ça qui se produit en ce moment. Puis le Conseil devait porter attention à ce C'est pas normal que le gouvernement du Québec subventionne la SQ dans les municipalités de l'ordre de 53 %, puis il ne subventionne rien pour les corps de police qu'on est obligé d'avoir de niveau 2. On peut faire bien des débats, là. Regardez. Non, le niveau 2, là c'est juste un mot. Niveau 2, là, j'ai parlé avec des policiers, moi, là, à 2 h du matin à Ville-de-Léry, là, qui attendaient à la Sûreté du Québec. Niveau 2, là, tu n'attends pas à la Sûreté du Québec pour faire un rapport d'accident avec blessé. Il attendait à la Sûreté du Québec. Le niveau 2, on dira ce qu'on voudra, ça coûte juste de l'argent, c'est tout. Il se passe rien avec le niveau 2. Mais le Conseil devrait porter attention à ça, de regarder ça, j'en ai parlé, j'en parle, puis il ne se passe rien. Mais regardez ce que ça coûte, le service de police. Vous allez voir, on parle juste de la police, mais on parle même pas d'autres choses. Imagine-toi, si on regarde toutes les autres affaires, on ne sera pas aujourd'hui à se parler avec une augmentation de 15 %. Aujourd'hui, quand on parle d'une augmentation de 15 %, c'est parce que si on avait été encore 3 municipalités, là, on ne parlerait même pas de ça aujourd'hui. Parce qu'en ayant 3 municipalités, on a grossi la bureaucratie, puis là, ben, on ne peut pas rien faire, c'est ça. Là, on est un fait accompli. Ça veut dire que c'est pas normal qu'une municipalité, ça devrait être le contraire. Plus une municipalité grossit, plus on devrait avoir des services. Et là, on se promène sur la liste, on se promène, ça demanderait que 20 ans pour venir là. La rue est scrap. Ça n'a pas d'allure. Toutes les rues dans Beauharnois sont pas mal scrap. Regardez, vous trouverez une rue qui est taillée scrap. Puis les autres, 58 cents du centre d'évaluation, n'oubliez pas. Nous autres, on est, je ne sais pas comment ils vont la valeur moyenne de la maison, les jeunes de Léry, on ne parle pas de la même affaire, là. Mais il y a bien des chalets à Ville-de-Léry. Il y a bien des chalets à Ville-de-Léry. Il n'y en a pas tant que ça. Ben, ils viennent de démolir, moi, un chalet, moi, là. Oui, c'est ça. C'est ça, on va les démolir. La valeur des maisons de Ville-de-Léry n'est pas celle de Beauharnois. Et c'est comme ça que les taux de taxes sont établis un peu partout, M. Gauthier. C'est ça. Autrement dit, on va donner au gaz, puis... Donc, au gaz, je pense que personne ici autour de la table. Dans 3 ans, là, vous avez été gardé pour moi ce qu'on a fait, on a payé les taxes. Le monde, on dit, je me suis... Au mois de novembre 2021, les élections, vous viendrez faire le ménage parce que vous avez l'air d'être bien. Et je vous trouve très arrogant en posant. La dernière fois, c'est ça que vous avez dit, vous êtes très arrogant comme maire, là. Je me trouve patient, par exemple. Bon, oui, c'est vrai. Il est bien patient. C'est arrogant, très bien. Merci. Je voulais juste vous dire, moi, c'est Louis Champagne, je suis au domaine de la Pointe des Élands. C'est la première fois dans 30 ans que je suis capable de marcher dans la rue, que j'ai pas peur de me passer à ma pouliche. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais obviously, vous avez fait quelque chose. On ne contrôle pas ce qui nous tombe dessus, malheureusement. Vraiment, non, mais on n'était même pas capable de marcher dans les rues à un moment donné, mais là, aujourd'hui, moi, je me suis prévenu, les Seigneurs, on a eu moins de gel des gels que l'année passée. Alors maintenant, on est bien content. S'il vous plaît. C'est juste pour vous signaler, au SO, il n'y a encore aucune indication là, pour les sorties et les entrées. Ça serait aller vérifier avant qu'il arrive un accident. On en a discuté ce matin, effectivement. Oui. Ensuite de ça, sur Chemin Beauce, on a un nouveau bâtiment, où il va y avoir un dentiste. Je voudrais savoir pourquoi le bâtiment est si près du trottoir.
c'est ce que je vous expliquais tantôt. Il n'y a pas de. Ben, premièrement, ils respectent la marge avant, là, elle est respectée. Là, il y a même une tolérance là, qui est plus grande qui a été au niveau du plan d'implantation. La marge avant est respectée. Par contre, regardez par rapport aux autres bâtiments, et c'est ce que j'expliquais tantôt, la règle d'insertion de tenir compte des bâtiments qui sont de chaque côté, cette règle-là n'existant plus. Le promoteur a décidé de se coller le plus possible à l'avant pour être capable de faire son stationnement à l'arrière. Il aurait pu inverser son plan et faire le stationnement en avant, mais je pense que esthétiquement parlant, on n'aurait pas été nécessairement gagnant, mais ça, chacun peut avoir son opinion là-dessus. Je comprends, c'est parce que l'ensemble de la rue, là, il est vraiment comme... J'en conviens, mais c'est la règle d'insertion qui n'existe plus. Et il a respecté la marge avant, je peux vous le garantir, là, hors de public. Là, c'est éventuellement un jour, le chemin de la Beauce, il faudrait l'élargir sur ce côté-ci de Cadieux. On a un bâtiment à Lingeon, on va faire quoi? On va l'exproprier pour faire une deuxième voie? Non, c'est parce que tout de suite après, tu n'es pas capable d'élargir de toute façon. Dans les plans d'aménagement, de reconfiguration de l'intersection Beauce-Cadieux, tout a été prévu à ce niveau-là. Le trottoir va être tassé vers le bâtiment parce qu'il va falloir tasser effectivement le trottoir sur une section, mais ça va être fait à l'intérieur de son l'autre promoteur qui est de l'autre côté va pouvoir se mettre à la même distance du chemin, lui aussi? C'est les mêmes marges avant qui prévalent. OK, d'accord, merci. Bienvenue. Autre question? Une fois, deux fois, trois fois vendu, proposer la levée de l'Assemblée, M. Lévesque Sauvé, M. Savard. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous au mois de février, le 12 février.